Leslie Wilmé, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Mais de rien. Donc on vient prendre un café aujourd'hui avec vous parce que vous êtes doctorante à l'Université de Liège, je dirais même doctorante au sein de la faculté de Jean Blou Agrobiotech. Et votre thèse, vous la menez en collaboration avec l'Institut des sciences naturelles sur un domaine bien précis, un domaine pas si courant, c'est le lémurien. Les lémuriens sont des primates qu'on retrouve uniquement à Madagascar. Ils sont donc endémiques de l'île de Madagascar. Et étant donné la situation géographique de Madagascar, donc vu que c'est une île qui a été isolée pendant des millions et des millions d'années, eh bien ces primates ont évolué d'une manière complètement différente par rapport aux autres primates qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Et donc, ce sont des espèces endémiques qu'on retrouve qu'à Madagascar. Et à Madagascar, il existe de nombreuses espèces de lémuriens. Donc il y a plus d'une centaine d'espèces de lémuriens à Madagascar, distribuées en différentes familles, différents genres. Vous avez une illustration ici derrière, le lémur kata, qui est un des lémuriens en général les plus connus parce qu'il est assez facile à tenir en captivité. Et donc du coup, on le retrouve dans de nombreux zoos. Et donc souvent, les gens pensent souvent à ce lémurien quand on parle de lémurien. Souvent, on les caractérise un peu par les yeux, non? Ils ont un regard particulier, assez captivant, non? Oui, et puis surtout, il y a certaines espèces qui sont nocturnes, et ceux-là ont des yeux un petit peu aussi globuleux, comme on peut dire, étant donné qu'ils doivent avoir les facultés de pouvoir voir dans la nuit, et généralement n'ont pas de paupières, et donc la journée, ils dorment avec les yeux ouverts. Ça, c'est particulier. Oui. Votre thèse, dans les grandes lignes, elle va traiter de quoi? Donc, d'une manière générale, en fait, moi j'étudie une espèce en particulier, donc l'épilémure mittermeieri, qui se retrouve dans une région bien précise de Madagascar, dans le nord-ouest, une péninsule. Et donc cette espèce est vraiment localisée au niveau de la péninsule et nulle part ailleurs à Madagascar et nulle part ailleurs dans le monde. Et donc moi je m'intéresse tout d'abord à l'écologie en fait de cette espèce. J'étudie la façon dont elle utilise l'habitat et ce qu'elle a réellement besoin pour pouvoir vivre ou même survivre. Donc je m'intéresse particulièrement aux domaines vitaux, donc aux petits espaces qu'ils utilisent, au régime alimentaire et au site dortoir. Et si je fais tout ça, c'est pour pouvoir mettre cette écologie de l'espèce en relation avec la problématique de la déforestation et de la fragmentation des forêts qui est très très présente à Madagascar et également aussi dans la zone dans laquelle je travaille. Et donc le but, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure ces espèces peuvent survivre à une déforestation et une fragmentation de plus en plus importante de ces surfaces forestières. Est-ce que l'espèce est menacée ou risque d'être menacée par cette déforestation? Elle est menacée déjà, donc elle est en danger d'extinction sous les critères de l'IUCN et elle risque réellement de s'éteindre, oui, étant donné que les surfaces, les zones forestières dans lesquelles on les retrouve encore sont devenues relativement petites, sans connexion les unes avec les autres et donc on essaie ici de voir, par exemple, une question, c'est d'essayer de voir quelle est la taille minimale des fragments forestiers pour pouvoir s'assurer que cette espèce peut survivre. Oui. Alors, ici, on n'est pas à Madagascar, on est à Jean Blou, en Belgique. Oui. J'aimerais savoir comment vous vous êtes intéressé à ce sujet. Pourquoi avoir choisi cette espèce endémique d'un petit secteur de 50 km² à Madagascar? Parce qu'on sait qu'une thèse de doctorat, c'est déjà le parcours du combattant. Là, en allant chercher Madagascar, c'est certainement pas le sujet le plus confortable pour travailler et c'est probablement pas non plus le plus facile à faire financer. Alors qu'est-ce qui vous a titillé chez ce lémurien de la pointe de Madagascar? Mais donc j'avais déjà fait mon travail de fin d'études à Madagascar, c'était la première fois où je suis allée à Madagascar et j'avais déjà eu un petit coup de cœur pour ce pays. Et puis ensuite, par la suite, mais moi ce qui m'intéressait aussi surtout, c'était justement, c'est vrai que c'est un côté difficile et compliqué, mais ça a aussi un côté un petit peu intriguant et palpitant de travailler sur une espèce qui est peu connue, enfin voire absolument pas connue. Elle a été décrite en 2007, mais depuis, il n'y a absolument rien qui a été fait. Dans une région aussi qui est très compliquée d'accès, très isolée. Vous voulez dire qu'avant 2007, on ne connaissait pas l'espèce? Non, voilà. Elle a été décrite en 2007 et identifiée comme une espèce différente, oui. Et depuis, en fait, cette description qui est basée uniquement sur la génétique, il n'y a absolument rien qui a été fait. Et donc, c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était d'aborder quelque chose
de nouveau qu'on ne connaissait pas et sur lequel il y avait encore tout à apprendre, quoi. Parlons justement un peu du contexte, parce que vous vous débarquez pas à Madagascar en ville et allez le week-end au jardin trouver les lémuriens. Je pense que vous travaillez dans des conditions quand même assez particulières. Oui, donc en fait, la taille de la péninsule n'est pas spécialement grande, mais en fait, il n'y a aucune infrastructure routière qui est mise en place. Il n'y a même pas de pistes pour accéder à certains villages ou certaines zones forestières. Donc en fait, il faut tout faire à pied par des petits sentiers, des petits chemins de randonnée, si on peut dire. Et du coup, à pied, ça met depuis la route nationale qui passe le plus proche du site d'études, il faut compter 2 jours de marche, plus ou moins. Après, il y a moyen d'utiliser des pirogues et d'utiliser les cours d'eau, les voies maritimes. Et donc là, ça prend un petit peu moins de temps, mais c'est un peu toute une organisation et toute une logistique à mettre en place. Mais voilà, donc c'est assez difficile d'accès. Vous travaillez à 2 jours de marche de la route la plus proche. Voilà, oui. Ouais. Donc on ne fait pas des pauses tous les week-ends. Non. En général, il y a souvent un étudiant de Jean Blou ici qui fait son travail de fin d'études dans le cadre de mon doctorat. Et ensuite, sur place, il y a aussi souvent un étudiant de Madagascar, de la capitale, de l'université d'Antananarivo, qui vient avec moi aussi sur le terrain pour également faire son travail de fin d'études. Et puis, il y a des guides locaux qui sont en général des villages qui sont tout autour de la zone forestière dans laquelle on travaille. Et là, ça se passe un petit peu, pas au jour le jour, mais disons que c'est très difficile de prévoir ça à l'avance de Belgique, étant donné qu'il n'y a pas d'infrastructure. La zone est passée en aire protégée depuis 1 an, mais seulement depuis 1 an. Donc les choses se mettent petit à petit en place, mais donc pour le moment, il n'y a pas encore d'association de guides locaux ou ce genre de choses. Et donc c'est vraiment, on arrive, on va discuter avec les gens du village et on essaye de trouver un guide local un peu en live, si je puis dire. À chaque voyage, vous devez reconstituer une équipe, vous n'avez pas une équipe fixe qui vous suit de voyage en voyage. En fait, ce qui est compliqué, c'est que les zones varient un petit peu de voyage en voyage et donc c'est pas toujours évident d'avoir les mêmes personnes. Il y a certaines personnes qui sont disponibles et qui peuvent parcourir différentes zones avec moi. Mais par exemple, je pense que pour cette année-ci, 2 des guides locaux seront les mêmes que l'année passée. Je ne suis pas sûre à 100% étant donné qu'avec eux, je n'ai pas de moyen de communication d'ici directement. Mais probablement étant donné qu'on va aller dans des zones proches des villages où ils vivent, etc. Et que, a priori, c'est comme ça que ça se passera. Donc oui. Donc en général, on est une petite équipe, on est 6 maximum, quoi. Il y a quand même tout un côté exploration là-dedans qui est assez fascinant, lié à ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce côté, vous allez sur des terres vierges, presque au sens propre du terme, mais en tout cas en termes d'espèces, vous attaquez une espèce où vous êtes la première à explorer ce terrain. Ça doit être fascinant quand même. J'entends bien que ça ne doit pas être facile tous les jours, mais il y a là quand même quelque chose de particulièrement excitant, non? Quand on fait de la recherche ici à Jean Blou Agrobiotech, le petit village de Belgique. Oui, oui. Oui, et c'est aussi un peu pour ça, vous posez la question tout à l'heure, mais que j'ai choisi ce sujet, c'est parce que ça a un côté palpitant et oui, et très, très chouette aussi de découvrir des choses et d'aller dans des régions qui ne sont pas connues. C'est pas facile tous les jours, mais il y a une contrepartie aussi. C'est quand même une chance finalement d'arriver à faire ce boulot qui pour moi est une passion plus qu'un travail, quoi. Parce qu'au final, il n'y a pas de piste pré-tracée, vous devez tracer votre propre chemin, personne ne l'a fait avant vous, vous n'êtes pas en train de prolonger un travail qui a été fait, donc j'imagine que ça amène aussi son lot de difficultés. Vous devez, à mon avis, perdre pas mal de temps sur des choses sur lesquelles vous ne voudriez pas vous appesantir. Oui. Oui, il y a tout le côté logistique, organisation, déjà déterminer vraiment... Parce que souvent, avant de partir sur le terrain, je prépare en analysant des cartes, ce genre de choses, en la cartographie pour voir les patchs forestiers les plus importants, etc. Mais entre la théorie et toutes ces images satellites et entre guillemets toute la technologie qu'on a et sur le terrain où en quelques heures, les populations locales peuvent parfois déforester toute une région, il faut parfois réadapter, etc. Et donc, ça prend beaucoup de temps au niveau de la logistique, de l'organisation, du financement aussi. À mettre en place, oui. Mais après, c'est aussi une façon comme une autre de commencer parce qu'il faut bien un début à la recherche dans cette zone-là.
Et donc, voilà, j'espère qu'après, il y aura des gens qui viendront encore après moi. Et c'est une façon d'ouvrir le terrain aussi, de préparer un peu la zone. C'est jamais facile d'être le premier, le pionnier dans une région, mais voilà. Alors, je voudrais voir un peu concrètement. Donc, vous arrivez dans le village, vous formez votre équipe, vous quittez la nationale, vous marchez 2 jours, vous établissez votre campement dans la péninsule. Et puis concrètement, votre travail, il ressemble à quoi au jour le jour? Donc en général, en fait, on divise l'équipe en 2 équipes. Donc on dit une équipe de jour, une équipe de jour qui s'occupe principalement de la caractérisation forestière et l'équipe de nuit, l'équipe lémurien, quoi, on va dire. Et donc en fait, l'équipe de nuit, donc 6 heures par nuit, elle va en forêt et elle suit des animaux sur lesquels on a mis des colliers émetteurs, en fait, ce qui permet de les traquer, en fait. Donc c'est de la télémétrie. Et donc, ça nous permet de suivre l'animal pendant 6 heures par nuit, pendant plusieurs nuits, et on le fait sur différents animaux. Et donc, ça nous donne toutes des informations sur le domaine vital, sur le régime alimentaire, donc les espèces végétales que ces animaux consomment, et aussi du comportement, donc les interactions que ces animaux ont entre eux, ou avec d'autres espèces de lémuriens, ou avec éventuellement des prédateurs, ou ce genre de choses. Et ensuite, la journée, on retourne en forêt pendant la matinée pour chercher des sites dortoirs, en fait, toujours avec ce système de radio-tracking. Donc on retourne dans les zones où on sait que ces animaux sont, étant donné qu'on suit ceux qu'on a capturés, et on identifie donc les arbres ou les amas de végétation dans lesquels ils se reposent pendant la journée, et ensuite on caractérise ces sites dortoirs. Et la partie donc de caractérisation forestière, comme moi je l'appelle, c'est on étudie donc la forêt dans laquelle ces animaux vivent. Et donc, il y a une série de paramètres qu'on doit mesurer et prendre en considération. Donc, on étudie les espèces présentes, la hauteur des arbres, la taille le diamètre des arbres et ce genre de choses. Donc, on prédéfinit des parcelles, etc. Il y a tout un travail de plan d'échantillonnage qui est mis en place avant de partir. Et sur le terrain, donc, on caractérise le type de formation végétale dans lequel on se trouve, quoi. C'est ça. Et donc l'idée au final sera de mettre en rapport toute cette caractérisation que vous aurez établie avec la déforestation et comment elle est menée, et pour voir les effets que ça peut avoir alors sur la population de lémuriens. Oui. En fait, l'idée c'est d'avoir une étude à petite échelle, si je puis dire, donc à l'échelle des individus, des animaux, et de faire une caractérisation de ces régions-là en particulier. Et après, c'est de lier ça avec une échelle plus grande, donc à l'échelle de la péninsule, avec ce système de cartographie et les SIG, etc. Et des cartes de déforestation. Donc on a des images satellites qui nous permettent de voir l'étendue du couvert forestier il y a par exemple 15 ans, l'état actuel des choses, voir l'évolution et d'essayer de prédire ce qui pourrait éventuellement se passer. Et quels sont les impacts du coup pour directement ces animaux qui ont besoin de certaines choses bien précises ou de certains types de forêts ou de certaines espèces de plantes forestières dans ces arbres, que ce soit pour se nourrir ou pour se cacher ou autre, quoi. Donc c'est lier l'écologie de l'espèce avec le problème de la déforestation. Quand on étudie comme ça des espèces en voie d'extinction, j'imagine que c'est aussi quelque part avec l'idée de pouvoir les protéger. Comment est-ce qu'on arrive à jongler entre le côté purement scientifique et le côté un petit peu activiste ou militant? C'est une question que vous vous posez de temps en temps, ou bien les choses sont très clairement établies? Non, c'est une question que je me pose, et puis c'est une question aussi qui me tient à cœur, étant donné que j'ai toujours voulu faire une thèse qui liait la théorie et la pratique, si je puis dire, dans le sens où mon but c'est que mes recherches servent à justement établir des protocoles et des plans de conservation pour la zone. Et donc, je collabore beaucoup avec des gens sur place à Madagascar qui travaillent dans toutes ces zones d'aires protégées, de parcs nationaux, etc. Et plus particulièrement, les gens qui gèrent cette zone maintenant, étant donné que, donc, j'ai dit, la péninsule est devenue une zone protégée depuis 1 an, et c'est géré par MBG, donc Missouri Botanical Garden. C'est eux qui sont en charge de la gestion de la zone, et on collabore énormément. Donc toutes mes données, ils les ont, tous mes rapports, etc. À chaque fois, ils les ont. À chaque fois que j'y vais, on discute, on voit un petit peu où eux en sont, ce qu'ils ont fait. Ils m'expliquent ce qu'ils voudraient faire. On se pose des questions mutuellement, et donc c'est vraiment ça le but.
C'est d'arriver à établir des protocoles de conservation pour la zone, pour ces régions forestières, et du coup aussi d'aller dans les villages, d'expliquer pourquoi moi je suis là, et aussi eux évidemment font de la sensibilisation au sein des villages, etc. quoi. Vous voyez au jour le jour à quoi servent vos recherches. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, je me dois de vous poser la question que tous les parents qui écoutent cette pause café doivent se poser, mais comment une jeune fille comme ça peut être envoyée au milieu de la jungle pendant des mois, parce que vous partez des mois entiers parfois, ça doit être atrocement dangereux. Racontez-nous, est-ce que c'est dangereux ce que vous faites? Oui, non. Oui, non, enfin, en fait, à Madagascar, il n'y a pas c'est souvent la question que beaucoup de gens se posent, il n'y a pas d'espèces mortelles, on va dire, donc il n'y a pas de serpents très très dangereux ou des araignées ou ce genre de choses. Il y en a évidemment, mais bon, rien de trop dramatique. Et puis ensuite, c'est un peu comme partout, il faut aussi un peu de prudence, un peu d'organisation, garder la tête sur les épaules et après le reste suit et se passe bien et voilà. S'il n'y a pas tellement de danger, j'imagine qu'il y a quand même des choses difficiles au jour le jour. Vous partez combien de mois par exemple? 5 mois. 5 mois à 2 jours de marche d'un village. J'imagine que ça ne doit pas être évident tous les jours. Non, c'est pas évident tous les jours et en plus aussi, on n'a pas de moyens de communication parce qu'il n'y a pas de réseau en fait dans les zones où on est. Il n'y a pas le Wi-Fi? Il n'y a pas de Wi-Fi, non, il n'y a rien du tout. Donc on est vraiment complètement isolé. Donc il faut aussi en effet, même au niveau de santé, de faire attention quand même, de ne pas prendre trop de risques, etc. Et le moindre problème, il faut rentrer avant qu'on soit trop tard, quoi. Et après, oui, il y a ce problème de la communication qui est quand même quelque chose de pas toujours facile à gérer parce que c'est des longues périodes. Et près du village, il y a une zone où il y a du réseau, mais le village est à 4 heures de marche, donc ça fait quand même 8 heures aller-retour pour avoir du réseau. À nouveau, on ne le fait pas tous les jours. Et donc voilà, mais ça fait partie un petit peu aussi. Et puis c'est une façon comme une autre d'appréhender les choses d'une autre façon, justement. Il vaut mieux s'entendre avec l'équipe dont on s'entoure. Oui, il vaut mieux. Mais en général, ça se passe toujours bien. Pour conclure, Leslie Wilmé, je voudrais vous demander... donc vous êtes parti dans cette thèse quand même assez compliquée. On l'a dit, une thèse c'est déjà difficile, vous avez ajouté un lot de difficultés supplémentaires. Cela dit, est-ce que vous encourageriez de jeunes universitaires tentés par la recherche de se lancer dans une telle aventure, ou vous pensez qu'au final elle est peut-être pas faite pour tout le monde? Si, moi je le souhaite à tout le monde. Après, je pense que ça dépend aussi un petit peu de chacun et des personnalités de chacun, dans le sens où il faut vraiment aimer ça et il faut être passionné pour pouvoir le faire, parce qu'il y a quand même des moments où c'est difficile, où on se pose beaucoup de questions et où on remet tout en question. Et donc, s'il n'y a pas la passion derrière, je pense qu'on n'arrive pas au bout, quoi. Donc il faut vraiment croire en ce qu'on fait et aimer ça. Mais il ne faut pas être juste un chercheur, j'imagine. Il faut avoir d'autres compétences et d'autres envies que juste la recherche. Oui, il faut aimer la nature, il faut aimer l'environnement, il faut croire en cette possibilité d'arriver justement à faire un petit quelque chose pour que les choses changent et pas être trop fataliste non plus et juste y croire, quoi. Leslie Wilmé, merci. Mais de rien. Et merci pour le café. De rien.